Bon. Donc en fait, je vais là. À la 8:26, parce que le reste, on va commencer. And we were rather pleased about that, frankly, because she was... she was the main reason we were leaving the country. But something strikes you when you move to America and when you travel around the world. Every education system on Earth has the same hierarchy of subjects. Everyone, doesn't matter where you go. You think it would be otherwise, but it isn't. At the top are mathematics and languages, then the humanities, and at the bottom are the arts, everywhere on Earth. And in pretty much every system, too, there's a hierarchy within the arts. Art and music are normally given a higher status in schools than drama and dance. There isn't an education system on the planet that teaches dance every day to children the way we teach them mathematics. Why? Why not? I think this is rather important. I think maths is very important, but so is dance. Children dance all the time if they're allowed to. We all do. We all have bodies, don't we? You know, did I miss a meeting? I mean, I think... Truthfully, what happens is, as children grow up, we start to educate them progressively from the waist up. And then we focus on their heads, and slightly to one side. If you were to visit education as an alien and say, what's it for, public education, I think you'd have to conclude, if you look at the output, you know, who really succeeds by this? Who does everything they should? Who gets all the brownie points? You know, who are the winners? I think you'd have to conclude the whole purpose of public education throughout the world is to produce university professors. Isn't it? They're the people who come out the top. And I used to be one. So there. You know. And I like university professors, but, you know, we shouldn't hold them up as the high watermark of all human achievement. They're just a form of life. You know, another form of life. But they're rather curious, and I say this out of affection for them. There's something curious about professors. In my experience, not all of them, but typically, they live in their heads. They live up there, and slightly to one side. They're disembodied, you know, in a kind of literal way. You know, they look upon their body as a form of transport for their heads. You know, it's... Don't they? It's a way of getting their head to meetings. If you want real evidence of out-of-body experiences, by the way, get yourself along to a residential conference for senior academics and pop into the discotheque on the final night. And there you will see it. Grown men and women writhing uncontrollably off the beat. Waiting to end so they can go home and write a paper about it. Now, our education system is predicated on the idea of academic ability. And there's a reason. The whole system was invented around the world. There were no public systems of education really before the 19th century. They all came into being to meet the needs of industrialism. So the hierarchy is rooted on two ideas. Number one, that the most useful subjects for work are at the top. So you were probably steered benignly away from things at school when you were a kid, things you liked, on the grounds you would never get a job doing that. Is that right? Don't do music, you're not going to be a musician. Don't do art, you won't be an artist. Benign advice. Now, profoundly mistaken. The whole world is engulfed in a revolution. And the second is academic ability, which has really come to dominate our view of intelligence because the universities designed the system in their image. If you think of it, the whole system of public education around the world is a protracted process of university entrance. And the consequence is that many highly talented, brilliant, creative people think they're not. Because the thing they were good at school wasn't valued or was actually stigmatized. And I think we can't afford to go on that way. In the next 30 years, according to UNESCO, more people worldwide will be graduating through education than since the beginning of history. More people. And it's the combination of all the things we've talked about, technology and its transformational effect on work, and demography and the huge explosion in population. Suddenly, degrees aren't worth anything. Isn't that true? When I was a student, if you had a degree, you had a job. If you didn't have a job, it's because you didn't want one. And I didn't want one, frankly, so... but now, kids with degrees are often heading home to carry on playing video games. Because you need an MA, where the previous job required a BA, and now you need a PhD for the other. It's a process of academic inflation, and it indicates the whole structure of education is shifting beneath our feet.
We need to radically rethink our view of intelligence. We know three things about intelligence. One, it's diverse. We think about the world in all the ways that we experience it. We think visually, we think in sound, we think kinesthetically, we think in abstract terms, we think in movement. Secondly, intelligence is dynamic. If you look at the interactions of a human brain, as we heard yesterday from a number of presentations, intelligence is wonderfully interactive. The brain isn't divided into compartments. In fact, creativity, which I define as the process of having original ideas that have value, more often than not, comes about through the interaction of different disciplinary ways of seeing things. The brain is intentionally... By the way, there's a shaft of nerves that joins the two halves of the brain called the corpus callosum. It's thicker in women. Following on from Helen yesterday, I think this is probably why women are better at multitasking. Because you are, aren't you? There's a raft of research, but I know it from my personal life. If my wife is cooking a meal at home, which is not often, thankfully, but, you know, if she's doing... No, she's good at some things. But if she's cooking, you know, she's dealing with people on the phone, she's talking to the kids, she's painting the ceiling, you know, she's doing open heart surgery over here. If I'm cooking, the door is shut, the kids are out, the phone's on the hook. If she comes in, I get annoyed. I say, Terry, please, I'm trying to fry an egg in here. You know, give me a break. Actually, there was do you know that old philosophical thing? If a tree falls in a forest and nobody hears it, did it happen? Remember that old chestnut? I saw a great T-shirt recently which said, if a man speaks his mind in a forest and no woman hears him, is he still wrong? And the third thing about intelligence is it's distinct. I'm doing a new book at the moment called Epiphany, which is based on a series of interviews with people about how they discovered their talent. I'm fascinated by how people got to be there. It's really prompted by a conversation I had with a wonderful woman who most people have never heard of. She's called Gillian Lynn. Have you heard of her? Some have. She's a choreographer, and everybody knows her work. She did Cats and Phantom of the Opera. She's wonderful. I used to be on the board of the Royal Ballet in England, as you can see. And anyway, Gillian and I had lunch one day. I said, how'd you get to be a dancer? And she said it was interesting. When she was at school, she was really hopeless. And the school in the 30s wrote to her parents and said, we think Gillian has a learning disorder. She couldn't concentrate, she was fidgeting. I think now they'd say she had ADHD. Wouldn't you? But this was the 1930s, and ADHD hadn't been invented, you know, at this point, so it wasn't an available condition. You know, people weren't aware they could have that. Anyway, she went to see this specialist. So this oak-panelled room, and she was there with her mother, and she was led and sat on this chair at the end, and she sat on her hands for 20 minutes while this man talked to her mother about all the problems Gillian was having at school. And at the end of it, because she was disturbing people, her homework was always late and so on, little kid of 8, in the end, the doctor went and sat next to Gillian and said, Gillian, I've listened to all these things that your mother's told me. I need to speak to her privately. So he said, wait here, we'll be back, we won't be very long, and they went and left her. But as they went out the room, he turned on the radio that was sitting on his desk. And when they got out the room, he said to her mother, just stand and watch her. And the minute they left the room, she said she was on her feet, moving to the music. And they watched for a few minutes, and he turned to her mother, and he said, you know, Mrs. Lynn, Gillian isn't sick, she's a dancer. Take her to a dance school. I said, what happened? Said she did. I can't tell you how wonderful it was. We walked in this room, and it was full of people like me. People who couldn't sit still. People who had to move to think. Who had to move to think. They did ballet, they did tap, they did jazz, they did modern, they did contemporary. She was eventually auditioned for the Royal Ballet School. She became a soloist. She had a wonderful career at the Royal Ballet. She eventually graduated from the Royal Ballet School, found her own company, the Gillian Dance Company, met Andrew Lloyd Webber. She's been responsible for some of the most successful musical theatre productions in history. She's given pleasure to millions, and she's a multi-millionaire. Somebody else might have put her on medication and told her to calm down. Now, I think... What I think it comes to is this. Al Gore spoke the other night about ecology and the revolution that was triggered by Rachel Carson. I believe our only hope for the future
is to adopt a new conception of human ecology, one in which we start to reconstitute our conception of the richness of human capacity. Our education system has mined our minds in the way that we've strip mined the earth for a particular commodity. And for the future, it won't serve us. We have to rethink the fundamental principles on which we're educating our children. There was a wonderful quote by Jonas Salk, who said, if all the insects were to disappear from the earth, within 50 years, all life on earth would end. If all human beings disappeared from the earth, within 50 years, all forms of life would flourish. And he's right. What TED celebrates is the gift of the human imagination. We have to be careful now that we use this gift wisely and that we avert some of the scenarios that we've talked about. And the only way we'll do it is by seeing our creative capacities for the richness they are and seeing our children for the hope that they are. And our task is to educate their whole being so they can face this future. By the way, we may not see this future, but they will. And our job is to help them make something of it. Thank you very much. Donc, ça, c'était le point de vue de quand même pas mal de chercheurs, qu'ils soient américains, qu'ils soient français, qu'ils soient canadiens. Et puis, il y a Mélenchon qui dit ça. Et si vous ne le savez pas, la moitié de la jeunesse de France est dans l'enseignement professionnel, dans l'enseignement technologique et dans l'apprentissage. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on fait? Comme il dit, il faut apprendre sur le tas. Ah oui, vous croyez ça, vous? Vous croyez qu'on apprend sur le tas? Une machine qui vaut des millions, une machine dans laquelle il faut mettre un programme, vous croyez qu'on apprend sur le tas? Et quoi? Vous allez donner une banane chaque fois qu'il appuie sur le bon bouton? Non. L'enseignement manuel, disent-ils, qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a pas de main qui marche dans un cerveau. Et si vous ne cultivez pas, si vous n'éduquez pas, si vous n'élevez pas, alors ça ne donnera rien, même pour la production la plus triviale. Je vais vous dire, un jour, j'ai vu des gamins, ils ne venaient plus à l'école, à un BEP de métallerie. Les professeurs se cassaient la tête. Ils ont fini par trouver la solution, parce que les professeurs, c'est toujours des professeurs. Eh bien, ils ont organisé un cours qui s'appelait « Sculpture métallique géante ». Ils ont donc emmené ces jeunes gens voir des expositions d'art abstrait. Et ensuite, eux-mêmes se sont mis à dessiner. Le dessin, ça fait partie des matières professionnelles. 2, ils ont dû calculer comment ils feraient la sculpture métallique géante. Ça, c'est de la physique. Et ensuite, il a fallu organiser la soudure des pièces. C'est de la soudure, c'est une technique professionnelle, et c'est de la chimie. Et après, il a fallu le peindre, etc., etc. Je vous ai donné cet exemple pour vous dire que les gamins qui n'allaient plus en cours, ils sont retournés à 90% d'entre eux, et qu'à la fin, ils ont eu le diplôme. Mais regardez comment ils l'ont eu. En s'élevant spirituellement, par la culture, toutes ces choses que les brutes croient inutiles, un surplus. Quand ils ont fini de compter leurs sous, alors, ils lisent de la bonne littérature. Et ils se figurent que la culture, c'est quelque chose qui est après le reste. Non, la culture, c'est d'abord. C'est parce que vous avez lu, c'est parce que votre cœur a été éveillé par la musique, par la poésie, que vous changez en tant qu'être humain et que vous aspirez à savoir toujours plus. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on compare la vision de Robinson, donc des chercheurs, et celle de Mélenchon, parce que ça m'a un petit peu surprise. Et à l'époque, en classe, ils croyaient qu'elle était hyperactive parce qu'elle ne tenait pas en place. Et c'est malheureusement ce qu'on rencontre encore aujourd'hui beaucoup dans les écoles, qu'un enfant qui bouge beaucoup, qui est bruyant, qui est dissipé, n'est pas un bon élève. Peut-être qu'il faudrait envisager les choses différemment. Et donc, beaucoup de gens brillants, créatifs, pensent qu'ils ne le sont pas, parce que les matières dans lesquelles ils étaient bons à l'école étaient dévalorisées et sont toujours aujourd'hui dévalorisées. Donc, comme il le dit, on est dans un processus d'inflation académique où aujourd'hui une licence ne vaut plus rien, un bac pas grand-chose non plus. Il faut un master, un doctorat pour trouver du travail. Mais le système évolue, le monde change et il faut repenser notre intelligence. Comme il le dit, une nouvelle conception de l'écologie humaine, la richesse de la capacité humaine. Notre système éducatif aujourd'hui est épuisé. Il faut repenser les principes fondamentaux de l'éducation de nos enfants. Et ils sont l'espoir de conserver notre capacité de richesse créative. Il faut les éduquer dans la tête, le corps, l'imagination, la créativité. Ça, c'est un petit peu ce que dit le topo de Robinson.
Jean-Luc Mélenchon, il a cette phrase extraordinaire où il dit qu'il n'y a pas de main qui marche sans cerveau. Si on ne cultive pas, on n'éduque pas, on n'élève pas, ça ne donnera rien. Et il montre cet exemple d'élèves qui s'ennuyaient tellement en BEP de métallerie qu'ils n'allaient plus en cours. Ils ne voyaient pas l'intérêt de venir s'asseoir sur une chaise ou sur un banc d'école. Et à partir du moment où on a élevé leur intelligence, on a sollicité leur créativité, on leur a montré autre chose, ils sont retournés en cours. Et en plus, ils ont réussi à 90% leur diplôme parce qu'on les a élevés spirituellement par la culture. Donc, pour Jean-Luc Mélenchon, la culture, c'est la lecture, la musique, la poésie, c'est changer en tant qu'être humain, aspirer, et c'est à ça qu'il faut éduquer nos enfants, à l'imagination, la créativité, l'innovation, la culture, la spiritualité. Michel Serres dit en 2013 que la nouvelle génération, donc là je vais parler un petit peu de la génération Z, c'est la génération là qui est entre les 16 les plus âgés ont 21 ans. Elle suit la génération Y. Serres dit en 2013 qu'elle n'a plus la même tête. Emmanuel Duez parle d'une génération où l'agile mange l'inerte, qui est porteuse d'une nouvelle vision du monde. Et ces jeunes sont totalement conscients de l'obsolescence des connaissances et du modèle académique actuel, où le vieux sachant enseigne aux jeunes novices. C'est une génération digitale, numérique, qui a développé, et ça a été prouvé en 2008 par un neuropsychologue qui s'appelle Gary Small, des différences significatives dans les fonctions du cerveau, ce qu'il a appelé le brain gap, l'écart cérébral. Il a détecté chez la nouvelle génération des capacités multitâches de stimulation visuelle, de filtrage de l'information qui sont totalement différentes de celles des générations précédentes. Et c'est une génération qui s'ennuie très vite si on ne la stimule pas, si on ne la motive pas. Donc vous avez ces jeunes aujourd'hui qui sont assis devant un enseignant avec des manuels scolaires et qui s'ennuient, alors qu'on peut leur apprendre différemment, on peut leur apprendre autrement. Emmanuel Diez dit « Un monde qui gagne est un monde qui ose faire le pari de sa jeunesse ». Jean-Luc Mélenchon dit « Une société se juge d'abord à la place qu'elle accorde à ses enfants et aux efforts qu'elle consent pour eux ». Donc on a là Mélenchon, Duez, qui est une spécialiste en sociologie, à des générations, enfin de la génération Y et de la génération Z, qui par des mots différents, selon moi, disent la même chose. Et je trouve ça extrêmement intéressant et extrêmement important. Alors aujourd'hui, pourquoi rien ne change? C'est mon gros questionnement. Un apprentissage qu'on appelle passif, et je vais vous expliquer après pourquoi, ennuyeux, qui n'intéresse plus personne. Et pourquoi on s'installe dans la médiocrité en France avec 2,5 millions de personnes qui sont en situation d'illettrisme? Pourquoi on ne change pas les choses? Pourquoi on ne fait pas en sorte que ça évolue? Donc, j'ai trouvé ça outil. Hop. Bon, j'espère que ça va aller là. Je ne veux pas avoir clos cette partie sans vous parler de cela. Nous sommes ce grand pays, tant de poètes, tant d'écrivains, tant de scientifiques, tant de médailles Fields. Le premier pays au monde pour les médailles Fields. Notre CNRS est le premier centre mondial de recherche. Alors comment faisons-nous? D'où tirons-nous cette indifférence qui fait que nous laissons dans notre pays 2,5 millions de personnes qui sont dans l'illettrisme? Nous aurons une campagne, comme cela a été fait dans les pays du tiers-monde s'il le faut, et avec leur aide parce qu'ils savent le faire mieux que nous, pour sortir de l'illettrisme tous les illettrés d'ici la fin du quinquennat qui vient. Être illettré, ce n'est pas être bête,
Ce n'est pas être ignorant, ce n'est pas ne pas savoir, c'est juste ne pas savoir manier suffisamment de fluidité la lecture et l'écriture. Il y a donc des trésors d'imagination, d'intelligence considérables qui sont soustraits à la collectivité humaine de ce seul fait. Et c'est cela que nous devons rattraper et mettre dans nos priorités, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, quelle que soit l'origine de celui ou de celle qui est dans cette situation. Le coût, le chiffre d'affaires, on va dire, de l'achat des manuels scolaires en France par an, tels qu'ils sont proposés aujourd'hui, c'est 226 millions d'euros. Le coût de la scolarité en France, c'est 10 000 euros par élève et par an. Après, ce que je reprends, ce sont des propos de Jean-Luc Mélenchon. L'art et la culture sont saccagés par l'argent roi. On est dans une culture de masse homogène qui formate les comportements. L'austérité budgétaire européenne ruine la culture. La culture est le parent pauvre des politiques publiques. Mais la culture, elle repose sur l'intelligence humaine. Elle nous permet de dépasser nos origines, nos limites, les conformismes et la place qu'on nous assigne. Et ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est d'émanciper la culture. C'est un partage de la culture. C'est l'accès garanti et étendu à tous de la culture. Et les affaires de l'esprit doivent être libérées de l'esprit des affaires. Voilà, je trouve qu'il y a du boulot, mais bon. La France insoumise remettra en cause la spirale de concentration qui s'est emparée de l'économie de la culture, la rééquilibrera en faveur des petits et moyens intervenants de l'économie sociale et solidaire. Démocratiser la culture, faire tomber les murs qui subsistent dans la culture, l'éducation. Ayons une ambition inédite, faire une révolution citoyenne dans la culture, la rendre accessible, affirmer le droit à l'éducation culturelle et artistique, protéger les artistes, notamment par rapport à leur statut, étendre l'affichage artistique associatif, soutenir les petites entreprises culturelles indépendantes, défendre l'exception culturelle, faire reculer l'emprise des multinationales culturelles, préserver le patrimoine, construire le futur. Ça, ce sont les grandes lignes du programme de Jean-Luc Mélenchon par rapport à la culture. Donc, au niveau des recherches qui ont lieu actuellement en France, notamment à Paris 13, à Paris-Est Créteil, Paris 8, des laboratoires de recherche sur l'apprentissage, on prône de se tourner vers ce qu'on appelle un apprentissage actif. On va d'abord parler de l'apprentissage passif. Donc, c'est pas nouveau, puisqu'au 5e siècle, quand même, avant Jésus-Christ, Socrate rejetait ce qu'il appelait l'apprentissage passif, c'est-à-dire, on est là, assis, devant un enseignant qui va tout simplement lire un PowerPoint ou qui va distribuer des polycopiés pour qu'on apprenne après à la maison. Dans ces cas-là, l'enseignant est la seule référence en matière d'acquisition des connaissances et c'est la démarche transmissive qui prévaut. Elle est centrée sur l'enseignant. Voire, puisque maintenant c'est un petit peu la nouveauté, dans le cadre du e-learning, sur un ordinateur, où on se retrouve face à Internet sans aucune interaction avec l'autre. Ce qui, selon des chercheurs américains, Greitzer et Hall, rendrait les étudiants passifs, exigeants, parce qu'habitués à regarder plus qu'à faire, à zapper, plutôt qu'à s'impliquer dans une démarche réflexive qui exige une concentration soutenue. L'apprentissage actif, c'est des méthodes d'enseignement plus flexibles qui proposent de remplacer les cours traditionnels par des expériences comme les jeux de rôle, la simulation, la pratique aussi du serious game ou serious gaming, des exercices d'auto-formation qui amènent à une pensée critique et créative. Donc, les apprenants, en fait, construisent leur savoir par un travail de collaboration, d'interaction active, de façon à ce que chacun puisse développer ses talents et ses compétences, mais pas seul, mais tous ensemble. L'apprentissage, dans ce cas, est centré sur l'apprenant.
Il est fondé sur des principes de cognition qui aident à faire en sorte que les élèves apprennent la valeur fonctionnelle de la matière en travaillant directement avec le contenu. Et tout est à reconstruire. Par rapport à l'apprentissage actif, c'est vraiment pas évident de le proposer et d'en parler. Et il y a quand même beaucoup de dents qui grincent. Alors Jean-Luc Mélenchon, il en dit quoi de cet apprentissage tel que c'est aujourd'hui? Il dit que tout est à reconstruire. Donc là aussi, il rejoint quand même les chercheurs. Redonner à l'enseignement supérieur, à la recherche, les moyens nécessaires au développement du savoir et de la qualification professionnelle. Créer dans chaque université, et ça je trouve ça extrêmement intéressant, une université populaire ouverte à tous et qui serait chargée d'organiser le lien entre les chercheurs, qui sont quand même dans leur coin la majorité du temps, et la population, dans un esprit de diffusion des savoirs et de réflexion citoyenne sur leurs usages. Reconstruire une offre cohérente de formation d'enseignement supérieur. Arrêter le féodalisme des présidents d'université. Parce qu'enfin, là aussi, ça bouge. Et là, Jean-Luc Mélenchon, c'est pareil, il n'invente rien du tout. C'est la réalité du terrain. Ce qu'il propose, c'est une direction démocratique, collégiale, pour des procédures transparentes. Voilà. Et mettre un terme à l'évaluation permanente, chronophage et bureaucratique au profit d'une évaluation scientifique. Il propose de créer une nouvelle section économie et société du Conseil national des universités pour assurer le pluralisme dans l'enseignement et la recherche économique et sociale. Et bien ça, c'est bien aussi. Et développer l'alphabétisation, éradiquer l'illettrisme, bien sûr. Instruire mieux davantage, abroger la réforme des collèges, adopter une loi d'orientation pour l'école, garantir le cadre national des programmes et des diplômes, étendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, assurer une égalité devant l'école. Un sacré programme, n'est-ce pas? Et c'est fini. Voilà.